Il y a un endroit sur cette planète que nous connaissons moins bien que la face cachée de la Lune. Un endroit que la lumière du Soleil n'a jamais atteint depuis l'aube du monde. Un endroit où la pression écrase tout ce qu'on y envoie, comme si c'était du papier froissé entre des doigts géants. Un endroit où, malgré tout cela, malgré le froid, malgré le noir absolu, malgré une pression que rien dans notre expérience humaine ne nous prépare à imaginer, quelque chose vit, quelque chose se nourrit, chasse, se reproduit, meurt et recommence. Depuis des millions d'années, dans le silence et l'obscurité, cet endroit a développé ses propres règles, ses propres créatures, ses propres mystères. La fosse des Mariannes. Ce nom évoque quelque chose d'immense et d'inaccessible, et c'est précisément ce qu'il est. C'est le point le plus profond de notre planète. Pas simplement le fond d'un lac ou d'une mer, le bas absolu de tout ce qui est sous l'eau sur Terre. Si vous preniez le plus haut sommet du monde et que vous le posiez au fond, son sommet serait encore noyé sous plus d'1 kilomètre d'eau. Imaginez ça un instant. Le toit du monde, invisible, englouti, avec encore des profondeurs au-dessus de lui. Et nous, les humains, nous en savons plus sur la surface de Mars que sur ce qui se trouve dans cette tranchée géante à notre propre porte. Plus de personnes ont marché sur la Lune que n'ont atteint le Challenger Deep, le point le plus bas de la fosse. La face cachée de la Lune a été cartographiée entièrement. Moins d'un quart du plancher océanique mondial l'a été. Et dans les fosses comme celle des Mariannes, moins d'1% du territoire a jamais été exploré de près. Ce que nous savons de cet endroit provient de quelques expéditions courageuses, de robots télécommandés que nous y avons descendus comme des cerfs-volants dans un puits, et d'échantillons remontés à la surface dans des bidons sous pression. Chaque plongée révèle quelque chose d'inattendu. Chaque centimètre carré de fond prélevé contient des organismes que personne n'avait encore nommés. Nous avons appris plus sur la vie dans les abysses en 10 ans qu'en toute l'histoire précédente de l'océanographie. Et pourtant, nous ne faisons qu'effleurer ce qui est là. Aujourd'hui, nous descendons. Pas physiquement, aucun d'entre nous ne survivrait à cette plongée, mais par l'esprit, par les données, par les images que les machines nous ont rapportées. Couche par couche, créature par créature, mystère par mystère, jusqu'au fond absolu, là où la vie n'avait aucune raison d'exister et où elle s'est quand même installée, sous des formes que l'imagination la plus fertile aurait eu du mal à concevoir. Avant de plonger dans cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur j'aime. C'est ce qui nous permet de continuer à explorer, chaque semaine, les endroits les plus étranges et les plus fascinants de notre univers. Pour comprendre ce qu'est la fosse des Mariannes, il faut remonter dans le temps. Pas quelques siècles, pas même quelques millénaires. Il faut remonter à environ 200 millions d'années, à une époque où la surface de notre planète était entièrement différente. Les continents que nous connaissons n'existaient pas sous leur forme actuelle. L'Atlantique n'était qu'une fissure qui s'élargissait. L'Inde n'avait pas encore percuté l'Asie, et le Pacifique couvrait une superficie encore plus grande qu'aujourd'hui. Le plancher océanique n'est pas statique. Il est composé de plaques de roches denses, et ces plaques se déplacent continuellement sur le magma qui se trouve dessous, à une vitesse comparable à celle à laquelle poussent vos ongles. Lentement, imperceptiblement à l'échelle d'une vie humaine, mais sur des millions d'années, ces mouvements reconfigurent entièrement la surface de la Terre. Et quand deux de ces plaques se rencontrent, quelque chose doit céder. Dans le nord-ouest du Pacifique, c'est la plaque du Pacifique, une masse de roches anciennes, denses, froides, qui rencontre la plaque des Philippines. Quand deux plaques océaniques entrent en collision, l'une doit passer sous l'autre. C'est ce qu'on appelle la subduction. Imaginez deux feuilles de carton mouillées qu'on pousse l'une contre l'autre. La plus lourde va inévitablement glisser sous la plus légère. Dans le Pacifique, c'est exactement ce qui se passe. La plaque du Pacifique, plus ancienne et donc plus dense, s'enfonce sous la plaque des Philippines et descend vers le manteau terrestre. Et là où elle s'enfonce, le plancher océanique se creuse. Il se bombe vers le bas, comme une feuille de métal qu'on tord. La roche se fracture. Le fond de l'océan descend de plus en plus profond. Sur des millions d'années, ce processus crée une tranchée de plus en plus profonde, en forme de croissant, car les forces tectoniques ne sont pas uniformes sur toute la longueur de la zone de collision. Le résultat final, c'est la fosse des Mariannes, une cicatrice dans la croûte terrestre qui s'étire sur plus de 2500 km de long, large d'environ 70 km en moyenne, et qui plonge à des profondeurs inouïes. Et ce processus n'est pas terminé. La plaque du Pacifique continue de s'enfoncer, centimètre par centimètre, chaque année. La fosse continue d'évoluer. Dans quelques millions d'années, elle sera différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Cette géologie, cette subduction active, cette activité tectonique permanente crée des conditions particulières au fond de la fosse. De l'eau de mer est entraînée dans la croûte par les fissures. Elle se réchauffe au contact du manteau. Elle remonte chargée de minéraux.
Elle crée des phénomènes dont nous parlerons plus tard et qui sont peut-être la clé de la vie dans les profondeurs les plus extrêmes. Mais les humains ont mis longtemps à réaliser tout cela. Pendant des millénaires, nous savions que la mer était profonde. Nous ne savions pas à quel point. Et l'idée même qu'il puisse exister quelque chose de vivant à des profondeurs extrêmes était considérée avec scepticisme par la communauté scientifique. La théorie dominante au XIXe siècle, défendue par le naturaliste Edward Forbes, affirmait qu'au-delà d'un certain seuil de profondeur, la vie était simplement impossible. Trop froid, trop sombre, trop comprimé. On appelait cette zone supposément vide la zone azoïque, la zone sans vie. Tout commence à changer en 1872, quand la marine royale britannique arme un navire et l'envoie dans la première expédition océanographique planifiée de l'histoire. Le HMS Challenger n'est pas un navire militaire au sens ordinaire. Ses canons ont été retirés pour faire de la place aux laboratoires, aux instruments de mesure, aux équipements de prélèvement. L'équipage comprend des naturalistes, des géographes, des chimistes. Leur mission ? Sillonner les océans, mesurer les fonds, collecter des échantillons, documenter ce qui se trouve là. Pendant 3 ans et demi, le Challenger parcourt une distance équivalente à plusieurs fois le tour de la Terre. Pour sonder les profondeurs, les scientifiques utilisent la seule méthode disponible à l'époque, une longue corde lestée à son extrémité. Ils laissent filer des centaines de mètres de câbles jusqu'à ce qu'ils cessent de descendre, puis mesurent ce qui est parti. Au cours de l'expédition, ils utilisent au total des longueurs de corde qui se comptent en centaines de kilomètres. En mars 1875, quelque part dans le Pacifique Nord-Ouest, à proximité des îles Mariannes, la corde descend, très loin. Plus loin que tout ce qu'ils ont mesuré jusqu'alors. Les instruments enregistrent une profondeur qui dépasse largement 8000 mètres. L'équipe renouvelle la mesure. Le résultat est similaire. Ils ont touché quelque chose d'extraordinaire, sans encore en comprendre toute la portée. Ce point sera baptisé Challenger Deep, en hommage à ce premier navire. Mais pendant les décennies qui suivent, il reste une curiosité géographique plus qu'un objet d'étude approfondi. La technologie de l'époque ne permet pas de descendre là. Et dans les esprits scientifiques, la conviction que rien ne peut vivre à de telles profondeurs est encore largement répandue. Il faut attendre 1951 pour que la mesure soit reprise avec des outils modernes. Un second navire portant le même nom glorieux, le HMS Challenger 2, explore à nouveau la fosse avec le sonar, une technologie née de la Première Guerre mondiale et perfectionnée par la Seconde. Le sonar envoie des ondes sonores vers le fond, elles rebondissent et reviennent. Le temps du trajet indique la profondeur avec une précision incomparablement supérieure à celle d'une corde. Et les mesures confirment, plus de 10 000 mètres, un gouffre dont la profondeur dépasse tout ce que les géographes avaient prédit. La question suivante est inévitable. Est-ce qu'on peut y aller ? Et ce qui est en bas, est-ce que quelque chose y vit ? La réponse arrive par un matin de janvier 1960. Un engin sous-marin d'un aspect insolite commence sa descente dans l'obscurité du Pacifique. Le bathyscaphe Trieste, c'est son nom, a été conçu par l'ingénieur suisse Auguste Piccard et son fils Jacques. Il ne ressemble à rien de connu. Ces deux structures assemblées, une grande citerne remplie d'essence, plus légère que l'eau, elle fait office de flotteur, et une petite cabine sphérique en acier suspendue dessous, de la taille d'un placard, dans laquelle 2 hommes peuvent à peine tenir debout. Pas de moteur puissant, pas de propulsion sophistiquée, un système de flottabilité, ingénieusement simple pour un défi d'une complexité vertigineuse. Ces 2 hommes s'appellent Jacques Piccard et Don Walsh, lieutenant de la marine américaine. La descente commence avant l'aube. En quelques minutes, la lumière extérieure disparaît. Les parois d'acier craquent et grognent sous la pression croissante. Des sons que les 2 explorateurs décriront plus tard comme des détonations, comme si quelque chose cherchait à entrer de force. La descente dure près de 5 heures. À un moment, une vitre d'un compartiment annexe se fissure avec un claquement. L'engin vibre. Piccard et Walsh échangent un regard. Ils décident de continuer. À 13h06, les lumières du Trieste éclairent un fond plat, couvert d'une boue pâle et fine, presque laiteuse. Ils ont touché le fond du monde. Et là, dans ce cercle de lumière artificielle projeté dans un endroit que le soleil n'avait jamais atteint, quelque chose se déplace. Un poisson plat, d'une 20aine à une 30aine de centimètres, translucide, qui ressemble à une sole. Il nage tranquillement, sans se presser, comme si la présence de ce submersible n'était pas plus perturbante que n'importe quel autre événement de sa vie ordinaire dans l'obscurité. Ce poisson a balayé en un instant 2 siècles de théorie. Ici, à une profondeur qui dépasse largement 10 km, sous une pression qui broierait n'importe quelle machine ordinaire, un vertébré avec un système nerveux, un squelette, des organes, nager, comme si c'était normal. La zone azoïque, la zone sans vie,
n'avait jamais existé que dans les esprits de ceux qui n'avaient pas encore regardé. Les deux hommes restent au fond 20 minutes. La prudence l'exige. La fissure dans la vitre ne rassure personne. Puis le Trieste remonte. 3 heures de remontée. Ils retrouvent la lumière, la surface, l'air. Et le monde savant ne sera plus jamais tout à fait le même. Après le Trieste, il se passe quelque chose de paradoxal. Plus de 50 ans s'écoulent, sans aucune nouvelle visite humaine au fond. La descente au Challenger Deep est extraordinairement coûteuse, dangereuse et techniquement exigeante. Les robots télécommandés, apparus dans les années 80 et perfectionnés depuis, offrent une alternative moins risquée. Le ROV Kaiko japonais descend au milieu des années 90 et ramène des images et des échantillons. Des caméras haute résolution enregistrent pendant des heures, descendues au bout de câbles. Mais rien ne remplace la présence d'un esprit humain, d'un regard qui cherche ce que les caméras ne pensent pas à chercher. Et en mars 2012, le cinéaste James Cameron, oui, celui de Titanic et d'Avatar, descend seul à bord de son submersible Deep Sea Challenger, un engin vertical vert vif qu'il a co-conçu et cofinancé pendant 7 ans de développement discret. Cameron passe 2h30 au fond. Il décrit le fond comme un désert gélatineux, d'une platitude presque parfaite, recouvert d'une boue fine. Quelques amphipodes, ces crustacés translucides de quelques centimètres, s'activent autour de ces lumières. L'absence de grandes créatures le surprend. Mais il filme des heures de détails, que les scientifiques analyseront pendant des années. Puis vient Victor Vescovo, en 2019. Cet Américain, ancien militaire reconverti dans l'exploration extrême, a gravi les plus hauts sommets de chaque continent. Il a voulu faire la même chose en profondeur, descendre dans les points les plus bas de chaque océan. À bord de son submersible ultramoderne, le DSV Limiting Factor, Vescovo bat le record de profondeur précédent de plusieurs dizaines de mètres. Il passe 4 heures au fond, il explore méthodiquement, il découvre de nouvelles espèces de crustacés, et il filme quelque chose que personne ne voulait voir. Un sac en plastique posé sur le fond du monde, un emballage de confiserie. Les déchets de l'humanité arrivaient là avant lui. Nous y reviendrons. Pour l'instant, il faut comprendre les conditions qui règnent dans ce monde. Parce que pour comprendre ce qui peut y vivre, il faut d'abord comprendre ce que ces créatures endurent chaque seconde de leur existence. Commençons par la pression. Imaginez que vous plongez à la piscine, à 1 mètre sous la surface. Vous sentez une légère compression sur vos oreilles. Maintenant, imaginez continuer à descendre. À chaque 10 mètres supplémentaires, la pression augmente de l'équivalent de toute l'atmosphère terrestre posée sur votre corps. Au fond de la fosse des Mariannes, la pression est plus d'1 millier de fois celle que nous ressentons à la surface. Pour visualiser cela, c'est comme si quelque chose pesant plusieurs tonnes était posé sur chaque centimètre carré de votre corps, simultanément, de toutes parts. Un être humain non protégé mourrait instantanément. Ses poumons seraient réduits à un volume infime. Les gaz dans ses tissus se comprimeraient de façon létale. Un sous-marin militaire ordinaire serait broyé comme une canette en aluminium bien avant d'atteindre la moitié de cette profondeur. Les parois d'acier de la cabine du Trieste faisaient plusieurs centimètres d'épaisseur, et leur forme sphérique était essentielle. La sphère est la forme qui distribue la pression de la façon la plus égale, sans point de faiblesse localisé. Et pourtant, les créatures qui habitent la fosse n'ont pas d'armure en acier. Elles ont de la chair, des os, des membranes cellulaires. Comment font-elles ? La réponse est à la fois simple et profondément élégante. Elles ne luttent pas contre la pression. Elles l'intègrent. Contrairement à nous, qui avons des poumons remplis d'air, des cavités compressibles, la plupart des créatures des grandes profondeurs ont très peu d'espace gazeux dans leur corps. Leurs tissus sont principalement constitués d'eau et de liquides incompressibles. La pression extérieure est équilibrée par la pression interne de leurs fluides. Il n'y a rien à écraser. Mais ce n'est pas tout. Les enzymes, les molécules qui permettent aux cellules de fonctionner, sont sensibles à la pression. À des pressions aussi extrêmes, beaucoup d'enzymes ordinaires se déformeraient et cesseraient de fonctionner. Les créatures des abysses ont évolué pour produire des versions modifiées de ces protéines, stabilisées pour résister à la compression. Leurs membranes cellulaires contiennent des lipides différents de ceux que l'on trouve chez les animaux de surface. Des lipides qui restent fluides et fonctionnels, là où d'autres deviendraient rigides. Et certaines espèces produisent une molécule particulière, l'oxyde de triméthylamine, qui sert de stabilisateur interne contre la compression. Les quantités de cette molécule augmentent proportionnellement à la profondeur à laquelle vit l'animal. C'est un véritable anticompresseur biologique. Ensuite, la température. Au fond de la fosse, l'eau oscille autour de 2 degrés. Pas de glace,
l'eau de mer gèle à une température légèrement plus basse que l'eau douce, et la pression abaisse encore le point de congélation. Mais c'est un froid permanent, immuable, sans variation jour et nuit, sans variation saisonnière. Un froid qui dure depuis des millions d'années. Les créatures qui y vivent sont adaptées à ce régime précis. Certaines ne peuvent tout simplement pas survivre en dehors de cette fenêtre thermique étroite. Et puis l'obscurité. Elle mérite qu'on s'y attarde. La lumière solaire pénètre dans l'océan jusqu'à environ 200 mètres. Et encore, à cette profondeur, elle n'est déjà plus que des lueurs bleues insuffisantes pour la photosynthèse. Entre 200 et 1000 mètres, il subsiste des traces infimes de lumière. Au-delà de 1000 mètres, c'est le noir absolu. L'obscurité du fond de la fosse n'a jamais été interrompue par le soleil depuis que la Terre tourne autour de lui. Depuis des milliards d'années, ce fond est dans la nuit. Et dans cette nuit-là, toute la logique de la vie fondée sur la lumière, la photosynthèse, la vision diurne, devient inutile. La vie a dû trouver d'autres chemins. Il y a cependant un paradoxe fondamental. Comment les créatures des abysses se nourrissent-elles ? Car toute la chaîne alimentaire terrestre est, au bout du compte, alimentée par l'énergie solaire captée par les plantes et les algues. Retirer la lumière, et toute la base de la chaîne alimentaire s'effondre. Comment peut-il y avoir de la vie là où cette base n'existe pas ? La première réponse à cette question vient d'un phénomène que l'explorateur William Beebe remarqua depuis la fenêtre de son bathyscaphe dans les années 50. Une pluie de minuscules particules blanches qui descendaient lentement de la surface vers les profondeurs. Il leur donna un nom simple et précis, la neige marine. La neige marine n'est pas faite d'eau, elle est faite de vie, ou plutôt de ses restes. Elle se compose de tout ce qui meurt dans la colonne d'eau, des cadavres de plancton microscopiques, des algues mortes, des excréments d'animaux marins, des débris d'organismes décomposés, des particules minérales portées par les courants. Tout cela s'agrège lentement en flocons qui tombent vers le bas à une vitesse qui dépasse rarement quelques mètres par heure. Un flocon formé en surface peut mettre plus d'une année entière pour atteindre le fond de la fosse. Pendant ce voyage, il est partiellement consommé à chaque niveau. Des bactéries le colonisent, des copépodes et d'autres petits crustacés en prélèvent leur part. Des larves de vers le traversent. À chaque étage de l'océan, la neige marine nourrit quelque chose et s'appauvrit. Ce qui arrive finalement au fond, c'est une fraction minuscule de ce qui s'est formé en surface, entre 1 et 5% seulement. Cela semble dérisoire, mais dans un écosystème où tout est adapté à l'économie de la rareté, cette infime fraction est suffisante pour entretenir une chaîne alimentaire entière. Et la forme même de la fosse amplifie cette livraison. Ces parois abruptes créent un entonnoir naturel. Les sédiments s'accumulent sur les pentes, deviennent instables et dévalent périodiquement vers le fond en avalanches silencieuses qui concentrent les nutriments dans les endroits les plus profonds. Les scientifiques ont mesuré des concentrations bactériennes au fond du Challenger Deep bien plus élevées qu'à des profondeurs intermédiaires, là où le fond est plat. La géologie de la fosse est complice de sa biologie. Mais la neige marine n'est pas le seul mécanisme d'approvisionnement. Il y a un autre phénomène, plus rare, plus spectaculaire, plus généreux, la chute d'un cadavre de baleine. Quand une baleine meurt en pleine mer et que son corps coule, lentement, pendant des semaines parfois, maintenu à la surface par les gaz de décomposition, puis s'enfonçant progressivement une fois ces gaz dispersés, il descend vers les abysses. Et quand il arrive enfin au plancher océanique, il provoque une explosion de vie. Les charognards rapides s'attaquent d'abord à la chair, puis viennent les décomposeurs, et finalement, des bactéries et des organismes chimiosynthétiques s'attaquent aux lipides libérés par la décomposition des eaux. Ce processus dure des décennies. Une seule baleine peut entretenir un écosystème local pendant 50 ou 60 ans, parfois plus. Et les biologistes ont découvert dans ces sites des espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs, des créatures qui se sont spécialisées précisément dans l'exploitation de ces festins intermittents. La chute d'une baleine est un événement aussi crucial pour les abysses qu'une inondation pour une savane asséchée. Pour comprendre qui habite la fosse, il faut comprendre que l'océan n'est pas un espace homogène, un empilement de mondes distincts, chacun avec ses propres conditions, ses propres créatures, ses propres règles. Imaginez plonger dans l'océan. Au début, la lumière filtre. Des poissons colorés, du plancton qui scintille. La zone euphotique, éclairée, celle que nous connaissons. Elle s'étend jusqu'à environ 200 mètres. En dessous, la lumière commence à disparaître. Les couleurs s'effacent une à une, le rouge d'abord, puis l'orange, puis le jaune. Il ne reste bientôt qu'un bleu profond qui pâlit. La zone mésopélagique, entre 200 et 1000 mètres, beaucoup d'animaux y font des migrations quotidiennes. Ils remontent la nuit se nourrir près de la surface et descendent de jour pour se cacher dans l'ombre froide.
Une migration de plusieurs centaines de mètres, 2 fois par jour, chaque jour de leur vie. Ce mouvement vertical quotidien d'une masse immense de biomasse est l'une des plus grandes migrations de la planète, même si elle est quasi invisible depuis la surface. À partir de 1000 mètres, plus rien. L'obscurité est totale. La température chute à quelques degrés. La zone bathypélagique. Ici, les créatures sont taillées pour la nuit permanente. Les poissons ont souvent de très grands yeux pour capter le moindre photon de lumière biologique. Certains n'ont plus d'yeux du tout. À quoi bon dans l'obscurité absolue? Les corps sont souvent gélatineux, translucides, comme si la matière elle-même avait décidé de se dissoudre dans le noir. Entre 3000 et 6000 mètres s'étend la zone abyssopélagique, les vastes plaines du fond des océans. De la boue molle à perte de vue, accumulée sur des millions d'années. Un désert en apparence, une forêt en réalité, les sédiments grouillent de foraminifères, de vers microscopiques, de bactéries en quantité qui défient l'imagination. Et au-delà de 6000 mètres, dans les fosses océaniques, dont la fosse des Mariannes est le représentant extrême, s'étend la zone hadopélagique. Son nom vient de l'Hadès, le dieu grec des enfers. Là, les règles ordinaires de la biologie commencent à plier. Là, la vie fait des choses que la science a mis des décennies à expliquer. Tout ce que nous venons de traverser, la pression, les ténèbres, la rareté absolue, prend ici un tout autre sens. Et pour commencer à comprendre comment on survit dans ce monde-là, il faut parler d'une des adaptations les plus extraordinaires que l'évolution ait jamais inventées pour survivre dans l'obscurité absolue. La capacité de fabriquer sa propre lumière. Vous êtes à 500 mètres de profondeur. Autour de vous, le noir. Aucune fenêtre sur la surface. Et soudain, quelque chose s'allume. Un point bleu-vert qui pulse. Puis un arc de points lumineux qui dessine un motif sur quelque chose qui passe. Une traînée rouge qui traverse votre champ de vision. Un flash blanc bref, comme un éclair miniature dans l'obscurité totale. Cette mue des abysses n'est pas silencieuse. Elle est peuplée de lumière vivante. La bioluminescence est la production de lumière par une réaction chimique interne à un organisme vivant. Une propriété omniprésente dans les profondeurs océaniques, des études ont établi que dans les eaux au-delà de 500 mètres, plus des 3/4 des créatures présentes sont capables de produire de la lumière. Dans certains groupes, les méduses, les vers polychètes, certaines crevettes, le taux dépasse 90%. La bioluminescence dans les abysses n'est pas un gadget biologique exceptionnel. Elle est aussi commune que la couleur de la peau chez les animaux terrestres. La lumière est produite par une réaction entre la luciférine, qui s'oxyde, et la luciférase, l'enzyme qui catalyse cette réaction. Une lumière froide, presque toute l'énergie de la réaction chimique se convertit directement en photons, avec très peu de chaleur perdue. Une efficacité que nos ampoules ordinaires ne peuvent pas égaler, et que les biophysiciens étudient depuis des décennies pour ses applications potentielles. Mais dans les abysses, la lumière ne sert pas à voir dans le sens où nous l'entendons. Elle sert à survivre, et ses usages sont d'une variété fascinante. Certaines créatures utilisent la lumière pour se rendre invisibles, ce qui peut sembler paradoxal, mais le mécanisme est d'une logique imparable. Le poisson hachette, par exemple, vit dans la zone mésopélagique, là où quelques rares rayons filtrent encore de la surface. Vu par en dessous, un animal se détache en silhouette contre cette faible luminosité. Le poisson hachette a développé des photophores sur son ventre qui produisent exactement la même intensité lumineuse que la lumière de surface qui filtre au-dessus de lui. Résultat, sa silhouette s'efface. Il se rend invisible non pas en s'obscurcissant, mais en s'allumant. D'autres utilisent la lumière comme piège. Dans un monde de ténèbres où la nourriture est rare, n'importe quel point lumineux attire l'attention. Les prédateurs qui utilisent des leurres bioluminescents misent sur ce comportement instinctif, codé profondément dans la biologie de leur proie. La baudroie des abysses est devenue l'icône de ce mécanisme. Son corps est tout en gueule. Ses dents sont longues, inclinées vers l'intérieur pour empêcher toute évasion. Ce qui entre ne ressort pas. Et transparente, pour être invisible dans le noir, pour ne pas alerter une proie qui approche. Sur son front, une tige flexible se termine par une ampoule biologique, maintenue lumineuse par des bactéries bioluminescentes installées en symbiose. La baudroie ne produit pas sa propre lumière directement. Elle héberge des bactéries qui le font pour elle. Et ces bactéries trouvent en échange un abri et une source de nutriments. La technique de chasse de la baudroie est d'une patience clinique. Immobile dans le noir, son leurre allumé, elle attend. Quelque chose s'approche, attiré par la lumière. Quand la proie est à portée, la baudroie ouvre sa gueule d'un mouvement si rapide qu'il est invisible à l'œil. Les dents s'enfoncent. La gueule se referme. Mais la baudroie cache une autre particularité, plus déconcertante encore, sa reproduction. Dans les abysses,
Se trouver est un défi logistique extrême. Les individus sont dispersés dans d'immenses volumes d'eau sombre. Pour résoudre ce problème, l'évolution a trouvé une solution aussi spectaculaire que perturbante. Les mâles sont minuscules, parfois 30 ou 40 fois plus petits que les femelles. Leur seule mission dans la vie est de trouver une femelle. Ils naissent avec un sens de l'olfaction extraordinairement développé, capable de détecter des traces chimiques infimes laissées par les femelles dans l'eau. Quand un mâle trouve une femelle, il s'accroche à elle avec ses mâchoires, et alors une fusion se produit, progressive et irréversible. Les tissus se soudent, les systèmes circulatoires se connectent. Le mâle cesse d'être un individu autonome. Il devient une excroissance de la femelle, se nourrissant de son sang, fournissant des spermatozoïdes à la demande. Plusieurs mâles peuvent se greffer ainsi sur une même femelle. C'est l'un des exemples les plus extrêmes de parasitisme reproductif dans tout le règne animal, au service d'une contrainte environnementale simple. Dans le noir et le vide des abysses, on ne peut pas se permettre de se manquer 2 fois. Le poisson-dragon, lui, a développé une approche différente. Ses dents sont transparentes, pour être invisible quand il ouvre la gueule dans le noir. Et il est capable de produire une lumière rouge, une couleur que la plupart des créatures des abysses ne peuvent pas détecter. Il s'éclaire pour observer ses proies sans qu'elles le sachent. Un chasseur qui voit sans être vu. L'anguillopède a une mâchoire qui peut se décrocher et s'ouvrir démesurément, lui permettant d'avaler des proies bien plus grandes que lui. Dans un environnement où la nourriture est rare et les occasions imprévisibles, ne jamais laisser passer une opportunité est une règle de survie absolue. Peu importe la taille de ce qui passe, l'anguillopède trouve un moyen de l'avaler. Ces créatures iconiques ne sont pourtant que la partie visible, la plus dramatique, d'un écosystème infiniment plus complexe. Car là où ces prédateurs chassent, il y a des proies. Là où il y a des proies, il y a tout un système alimentaire. Et dans ce système, certaines créatures ont fait quelque chose que personne n'aurait prédit. Dans le froid et la pression des abysses, elles ont grandi, démesurément, au point de devenir des géants sans équivalent en surface. Ce phénomène, que les biologistes appellent le gigantisme abyssal, va nous révéler que l'obscurité et la pression ne diminuent pas seulement la vie. Dans certains cas, contre toute attente, elles la font grandir jusqu'à produire des formes que rien dans la nature de surface n'aurait laissé prévoir. Le gigantisme abyssal. Le nom sonne comme une anomalie, comme quelque chose qui ne devrait pas exister. Et pourtant il est là, documenté, répété, observé dans des dizaines d'espèces à travers tous les océans profonds du monde. Voici ce qui se passe. Dans les abysses, certains animaux grandissent démesurément. Pas légèrement, pas de manière anecdotique, mais d'une façon qui rend leurs cousins de surface presque comiquement minuscules en comparaison. Prenons l'amphipode. En surface, c'est un minuscule crustacé, un organisme de quelques millimètres à quelques centimètres selon les espèces, une puce de mer en somme. Vous en avez peut-être écrasé des dizaines sous vos pieds en marchant sur une plage sans le savoir. La version abyssale, Alicella gigantea, mesure en moyenne 34 cm. Imaginez trouver une puce de mer de la taille de votre avant-bras. Voilà exactement la proportion dont on parle. 10 fois, parfois 11 fois plus grand que son équivalent de surface. Ou prenons l'isopode, un cousin des cloportes, cet insecte plat que l'on retourne parfois sous une pierre humide dans son jardin. La version de surface fait quelques millimètres. La version abyssale, Bathynomus giganteus, le batynome géant, atteint 50 cm pour près de 2 kg. Un cloporte de la taille d'un petit chien. Aveugle, lent, armé d'un exosquelette segmenté, errant sur les plaines de boue à la recherche de cadavres. Ce charognard des abysses peut jeûner pendant des mois, puis se gaver lors d'une chute de baleine. Son corps est conçu pour absorber ce que l'environnement offre de manière irrégulière et imprévisible. Ces géants ne sont pas des curiosités isolées. Le même phénomène touche les araignées de mer des abysses, dont certaines espèces étendent leurs pattes articulées sur une envergure qui ferait pâlir n'importe quel arachnophobe. Il touche les vers polychètes, ces vers marins annelés qui, en surface, mesurent quelques centimètres et qui, dans les grandes profondeurs, atteignent parfois plus d'1 mètre de long, leurs parapodes translucides balayant le fond de boue comme des rames fantomatiques. Il touche certaines espèces de poulpes qui, dans les abysses, développent des bras bien plus longs proportionnellement à leur corps que leurs équivalents de surface. Et puis, il y a les calmars. Dans l'obscurité des eaux profondes, l'évolution a produit des céphalopodes dont les dimensions ébranlent notre sens commun. Le calmar géant, Architeuthis dux, n'a jamais été observé vivant à l'état adulte dans son habitat naturel pendant l'essentiel de l'histoire humaine. On ne le connaissait que par les cadavres échoués sur les plages, ou par les becs de cornes retrouvés dans les estomacs des cachalots. Ces tentacules peuvent dépasser 7 à 8 mètres,
Son manteau, plusieurs mètres supplémentaires. On a retrouvé des marques de ventouses sur la peau de cachalot. Des ventouses aussi grandes que des assiettes, dont les bords dentés laissent des cicatrices circulaires permanentes. Ces marques racontent des combats dans le noir absolu, à des profondeurs que les câbles de plomb du HMS Challenger avaient à peine effleurées. Et au-delà du calmar géant, encore plus grand, encore moins connu, le calmar colossal, Mesonychotetis hamiltoni. Personne n'a jamais vu un adulte vivant. Les seuls spécimens connus proviennent d'estomacs de cachalots ou ont été pêchés accidentellement dans des filets draconiens. Les estimations de sa taille maximale varient, mais les données disponibles suggèrent un animal pouvant atteindre les dimensions d'un petit bus, avec des yeux de la taille d'une tête humaine, les plus grands yeux de tout le règne animal, et des crochets rotatifs sur les tentacules, plutôt que de simples ventouses. Des crochets sur les tentacules. Un prédateur dont nous ne savons presque rien, qui chasse dans un milieu que nous avons à peine commencé à explorer. Ces calmars géants sont des exemples de gigantisme abyssal, mais d'une façon qui révèle quelque chose de supplémentaire. Dans les abysses, la sélection ne favorise pas seulement les grands corps, elle favorise les grands capteurs sensoriels. Ces yeux immenses des calmars ne servent pas à voir en obscurité totale. Il n'y a rien à voir au-delà de quelques dizaines de mètres, même avec les meilleurs yeux du monde. Ils servent à détecter la bioluminescence. Ces céphalopodes traquent dans le noir la lumière produite par leur proie, ou peut-être par leurs prédateurs. Leurs yeux sont des détecteurs de photons biologiques, calibrés pour un spectre de lumière que n'émettent que les créatures vivantes. Le sens visuel, dans ces profondeurs, ne disparaît pas, il se transforme. Pas en raison d'une extravagance évolutive, mais parce que dans les profondeurs, la logique de la taille et de la sensorialité est inversée. Plusieurs théories tentent d'expliquer ce phénomène, et aucune n'est encore suffisamment solide pour emporter la décision. La première, appelée règle de Bergman, suggère que dans les environnements froids, les animaux ont tendance à être plus grands parce qu'un corps volumineux perd moins de chaleur par rapport à sa masse qu'un petit corps. Une tendance bien documentée chez les mammifères terrestres, les ours polaires sont plus grands que les ours bruns tropicaux, les baleines des eaux froides sont plus massives que celles des tropiques. Le froid permanent des abysses pourrait favoriser les grandes tailles. Une deuxième hypothèse pointe vers la rareté des ressources. Dans un environnement où la nourriture est rare, les individus qui mettent plus de temps à atteindre la maturité sexuelle, et qui donc grossissent plus longtemps, pourraient avoir un avantage. Leur grand corps peut stocker davantage d'énergie pour les taillottes de disette. Leur longévité accrue leur donne plus de chances de se reproduire plusieurs fois. Un amphipode géant peut vivre bien plus longtemps qu'un amphipode de surface, même si nous ne savons pas encore exactement combien. Une troisième hypothèse, peut-être la plus troublante, suggère simplement que les pressions habituelles qui contraignent la taille sont absentes. En surface, les grandes créatures sont visibles, prédatées, et leur taille les rend énergétiquement coûteuses dans des environnements où les ressources sont souvent variables. Le métabolisme y est ralenti par le froid. Les prédateurs visuels sont rares, et une grande taille n'attire pas l'attention de ceux qui ne voient rien. Sans ces freins évolutifs, la croissance continue simplement. Mais le gigantisme abyssal a une limite, et cette limite est révélatrice. Les tubicoles des sources hydrothermales, eux, ne sont pas gigantesques de la même façon. Ils sont grands, mais pour une autre raison que nous verrons bientôt. Et certaines créatures des abysses restent microscopiques malgré des millions d'années de vie dans les profondeurs. Ce ne sont pas toutes les espèces qui grossissent. Cette tendance ne touche que certains groupes spécifiques, les crustacés, les vers, les mollusques, et reste largement inexpliquée dans ces mécanismes moléculaires précis. Ce qui rend le gigantisme abyssal encore plus fascinant, c'est qu'il n'est pas une adaptation à la pression, ni à l'obscurité, ni même au froid pris isolément. Une réponse à l'ensemble du système, à la combinaison unique de conditions qui règnent à des profondeurs où aucune règle de surface ne s'applique normalement. Et pendant que les biologistes débattent, les créatures géantes continuent de ramper silencieusement sur les plaines de boue, indifférentes aux théories qui tentent de les expliquer. Mais les isopodes géants et les amphipodes mastodontiques ne sont pas les créatures les plus étranges que la fosse ait à offrir. Pour trouver les plus troublantes, il faut descendre encore, et regarder là où les biologistes eux-mêmes n'avaient pas prévu de regarder. Il existe au fond de la fosse des Mariannes, à des profondeurs dépassant largement 9000 mètres, une forme de vie que les biologistes classent techniquement comme une cellule unique. Une seule cellule. Pas un organisme multicellulaire avec des organes et des tissus différenciés. Une cellule. Mais cette cellule fait 20 cm. À titre de comparaison, une cellule humaine est invisible à l'œil nu. Il en faudrait des dizaines de milliers pour couvrir la surface d'un ongle. Ici, une seule cellule est de la taille d'une pomme. Ces organismes s'appellent les xénophyophores. Ce sont des protistes, des organismes unicellulaires,
d'une sophistication architecturale remarquable. Leur corps unique, une seule masse de cytoplasme contenant des milliers de noyaux et entourée d'une structure gélatineuse, capture les particules de la neige marine et les agglomère en une construction labyrinthique qui ressemble de loin à une éponge ou à un corail. Mais c'est une seule cellule. Tout cela, un seul individu. Les xénophyophores ont été observés jusqu'à des profondeurs de plus de 10 600 mètres dans la fosse des Mariannes. Ils sont parmi les seuls organismes à avoir été documentés vivants aussi près du fond absolu. Leur mode de vie est d'une lenteur presque géologique. Ils captent les particules, les trient, construisent leur architecture et accumulent dans leur cytoplasme des concentrations élevées de plomb, d'uranium et de mercure, des métaux que la plupart des formes de vie fuient ou détruisent. Les xénophyophores les stockent, ils vivent dedans. Cette tolérance aux métaux lourds dans un environnement où ces mêmes métaux arrivent par les sédiments en fait des organismes clés du cycle géochimique du fond de la fosse. À leur côté, sur le plancher de la fosse, des concombres de mer, les holothuries, progressent sur la boue, comme des limaces translucides d'une patience infinie. Ces échinodermes, parents lointains des oursins et des étoiles de mer, ont développé dans les abysses des stratégies de nutrition qui fascinent les biologistes. Certaines espèces ingèrent simplement la boue et en extraient les bactéries et les particules organiques, rejetant le reste. D'autres récupèrent la nourriture en suspension en agitant des tentacules autour de leur bouche. D'autres encore laissent derrière eux de longs filaments visqueux qui collent aux particules comme une toile d'araignée chimique. Dans la fosse, des populations entières d'holothuries ont été trouvées à des densités surprenantes dans certaines zones. Preuve que même dans cet environnement de rareté extrême, des niches de relative abondance peuvent exister. Ces animaux discrets, qui ressemblent à des saucisses gélatineuses, sont probablement l'un des maillons les plus importants de l'écosystème abyssal. Ils recyclent la matière organique avec une efficacité remarquable, transformant la boue apparemment morte en quelque chose que d'autres organismes peuvent utiliser. Tout ce que nous venons de voir, le gigantisme, les xénophyophores, les holothuries, représente la vie dans les conditions les plus extrêmes que la fosse impose. Mais la fosse des Mariannes n'est pas le seul endroit dans le profondeur où la vie a trouvé des solutions surprenantes. Mais la fosse n'est pas le seul endroit dans les profondeurs où la vie a repoussé toutes les limites. Il faut revenir en arrière, à une date précise et à une découverte qui a changé notre définition même de ce que la vie peut être. Février 1977, le submersible Alvin, opéré par l'institution océanographique de Woods Hole, plonge au-dessus de la dorsale des Galapagos, une zone de divergence tectonique dans le Pacifique oriental. L'équipe à bord cherche des anomalies thermiques, des zones où la chaleur interne de la Terre semble s'échapper vers l'océan. Ils descendent à environ 2500 mètres, et là, dans l'obscurité absolue, leur caméra capte quelque chose que personne à bord n'est préparé à voir. De l'eau chaude, chargée de minéraux, jaillit du fond comme de petits geysers sous-marins. Et autour de ces jets chauds, dans un environnement qui par tous les critères scientifiques de l'époque aurait dû être stérile, pas de lumière, pas de photosynthèse possible, eau froide environnante, minéraux toxiques, grouille une vie exubérante. Des moules, des crabes, des crevettes, et surtout, et là l'équipage reste sans voix, des vers blancs d'une longueur dépassant l'imagination, sortant à moitié de longs tubes rigides plantés dans la roche. Le géochimiste John Corliss et son collègue Tjeerd van Andel, à bord de l'Alvin ce matin du 17 février, envoient un message radio à la surface qui restera dans les annales de l'océanographie. Ils demandent à leurs collègues biologistes de leur expliquer ce qu'ils voient. La réponse du biologiste, qui ne le sait pas encore, est qu'il n'a aucune explication. Personne n'en a. Ce que l'Alvin a trouvé n'existe pas dans les modèles biologiques de l'époque. L'endroit sera baptisé le Jardin des Roses, à cause de l'apparence des vers tubicoles qui émergent de leurs tubes comme des fleurs. Et l'étude de cet écosystème, dans les mois et les années qui suivent, va réécrire des chapitres entiers de la biologie fondamentale. Ce qui rend cet écosystème révolutionnaire, c'est son carburant. Toute la vie sur Terre, ou presque, dépend, directement ou indirectement, de l'énergie solaire. Les plantes capturent la lumière du soleil. Les herbivores mangent les plantes. Les prédateurs mangent les herbivores. Retirez le soleil, et toute la chaîne s'effondre. Le principe que les biologistes tenaient pour universel depuis que Darwin avait décrit les mécanismes de la vie. Mais ici, à 2500 mètres de profondeur, dans un endroit que le soleil n'a jamais atteint, la vie prospère. Et son carburant n'est pas la lumière, le soufre. Les sources hydrothermales expulsent de l'eau chauffée au contact du manteau terrestre, une eau chargée d'hydrogène sulfuré, le même gaz qui donne son odeur caractéristique aux œufs pourris. Toxique pour la plupart des formes de vie. Mais certaines bactéries, des bactéries sulfurées,
ont développé la capacité d'oxyder cet hydrogène sulfuré, de capturer l'énergie libérée par cette réaction chimique et d'utiliser cette énergie pour fabriquer de la matière organique à partir du dioxyde de carbone dissous dans l'eau. La chimiosynthèse, une alternative complète à la photosynthèse, qui n'a pas besoin d'un seul photon de lumière solaire pour fonctionner. Imaginez une forêt dont les arbres, au lieu de pousser vers le soleil, plongeraient leurs racines dans des fissures volcaniques pour en extraire leur énergie, où le carburant de toute la chaîne alimentaire ne vient pas du ciel, mais du sous-sol. Voilà exactement ce que les sources hydrothermales représentent. Une chaîne alimentaire entièrement autonome de l'énergie solaire, alimentée par la chaleur interne de la planète elle-même. Cette découverte a eu des implications dépassant largement la biologie marine. Elle a transformé notre conception de la vie. Si la vie peut exister sans lumière, si elle peut construire des écosystèmes complexes à partir de la seule énergie chimique d'un volcan sous-marin, alors la notion d'habitabilité dans l'univers change radicalement. Des lunes comme Europe, qui orbitent autour de Jupiter, possèdent des océans liquides sous leur croûte de glace, maintenus liquides par la chaleur de marée due à la gravité de Jupiter. Des sources hydrothermales similaires à celles des Galapagos pourraient y exister. Et si la vie peut exister sans lumière en nos propres abysses, peut-être qu'elle n'en a pas besoin non plus dans les océans glacés d'Europe. La découverte de 1977 a ouvert une fenêtre cosmique. Mais revenons aux créatures qui habitent ces oasis volcaniques. L'Alvin et les équipes scientifiques qui l'ont suivi ont découvert non pas une seule sorte de source hydrothermale, mais plusieurs. Les premières sources découvertes en 1977, les sources tièdes du Jardin des Roses, expulsaient de l'eau à une vingtaine de degrés. Mais en 1979, lors d'expéditions de suivi dans la même région, les scientifiques trouvent quelque chose d'encore plus spectaculaire, les fumeurs noirs. Les fumeurs noirs sont des cheminées hydrothermales d'une toute autre nature. L'eau qui en jaillit est noire, chargée de sulfure métallique qui précipite instantanément au contact de l'eau froide environnante, formant ces panaches sombres caractéristiques. La température de ce fluide au moment où il quitte la cheminée dépasse parfois 350 degrés. À cette pression, l'eau ne bout pas, la pression l'en empêche. Elle reste liquide à des températures qui feraient bouillir n'importe quelle casserole en surface, et s'élance vers le haut comme une flamme noire silencieuse, se refroidissant rapidement en se mélangeant à l'eau ambiante, presque glaciale. Autour de ces colonnes brûlantes de minéraux, la vie est encore plus dense que dans les sources tièdes. Les parois des cheminées elles-mêmes sont couvertes de biofilms bactériens, des tapis microbiens qui forment la base de toute la chaîne alimentaire locale. Des moules géantes s'agglutinent par centaines sur les roches chaudes, filtrant l'eau chargée de bactéries. Des crabes de sources hydrothermales arpentent les bords de ces structures en perpétuel renouvellement. Les cheminées croissent parfois de plusieurs centimètres par jour à mesure que les minéraux précipitent et s'accumulent, construisant des structures qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de haut avant de s'effondrer sous leur propre poids ou de s'éteindre quand les conduits intérieurs se bouchent. La durée de vie d'une cheminée hydrothermale est une incertitude que les biologistes tentent encore de cerner. Certaines semblent stables depuis des décennies, d'autres s'éteignent en quelques années. Cette instabilité a façonné profondément les stratégies de vie des organismes qui en dépendent. Les vers tubicoles poussent vite. Certains chercheurs ont mesuré des taux de croissance de plusieurs dizaines de centimètres par an pour les juvéniles, parce qu'ils ont évolué pour coloniser une source nouvellement ouverte avant qu'elle ne s'éteigne. Une véritable course contre la montre géologique, jouée dans l'obscurité absolue, en silence, dans un milieu qui changerait du tout au tout si l'horloge tectonique se déréglait. Et leur biologie est d'une originalité telle qu'elle ressemble à une invention de science-fiction. Un ver tubicole adulte peut mesurer 2 mètres de long, parfois davantage. Son corps, souple, rosâtre, d'un diamètre de plusieurs centimètres, est enfermé dans un tube rigide qu'il a lui-même sécrété, planté verticalement dans la roche. À l'extrémité supérieure du tube s'épanouit une touffe de plumes branchiales d'un rouge vif, rouge sang, à cause de l'hémoglobine qui les traverse. Ces plumes sont l'interface entre le ver et l'eau environnante. Mais la biologie interne du ver est ce qui fascine le plus. Riftia pachyptila n'a pas de bouche, il n'a pas de tube digestif, il n'a pas d'anus, il n'a aucun système digestif au sens conventionnel. Comment mange-t-il ? Il ne mange pas, il héberge. À l'intérieur de son corps se trouve un organe unique appelé trophosome. Ce trophosome est peuplé de bactéries chimiosynthétiques en symbiose, des milliards de bactéries qui représentent jusqu'à 1/3 du poids du ver. Ces bactéries oxydent l'hydrogène sulfuré capturé par les branchies du ver, produisent de la matière organique et la livrent directement à leur hôte via leurs produits métaboliques. Le ver n'a pas besoin de manger parce qu'il porte sa cuisine à l'intérieur de lui. Il est, en quelque sorte, une ferme ambulante. Et ces vers poussent vite,
plus vite que n'importe quel autre invertébré de grande taille connu dans les abysses. Dans un environnement où les sources hydrothermales sont éphémères, une source peut s'éteindre en quelques années, quelques décennies au plus, les vers tubicoles ont développé une capacité de croissance rapide pour coloniser une source nouvellement ouverte avant qu'elle ne s'éteigne. Quand une source s'éteint, toute la communauté qui en dépend disparaît. Quelque part, une autre source s'ouvre, et les larves minuscules repoussées par les courants colonisent le nouveau site en quelques années. Ces oasis volcaniques sont des îles de vie éphémères dans l'obscurité permanente. Les vers tubicoles ne sont pas seuls. À leur côté vivent des créatures qui semblent tout droit sorties d'une imagination déréglée. Les crabes yétis, Kiwa hirsuta, découverts seulement en 2005, sont entièrement blancs, aveugles, leurs pinces couvertes de longs filaments soyeux qui ressemblent à une fourrure. Ces filaments sont, eux aussi, colonisés par des bactéries symbiotiques. Le crabe yéti agite ses pinces dans l'eau chargée de soufre émanant des sources, favorise la croissance des bactéries sur ses poils, puis broute ses filaments bactériens directement. Il est à la fois berger et éleveur de bétail microscopique. Il cultive littéralement sa nourriture sur son propre corps. Les crevettes de source hydrothermale, Rimicaris exoculata, ont résolu le problème de l'absence de lumière d'une façon particulièrement élaborée. Ces crevettes n'ont pas d'yeux à proprement parler. Les organes visuels ordinaires n'auraient aucune utilité dans le noir. Mais elles ont conservé, sur le dos, une surface photoréceptrice ultra sensible, capable de détecter l'infime rayonnement thermique que les sources très chaudes émettent. En termes simples, elles voient la chaleur, ce qui leur permet de se positionner dans la zone idéale autour des cheminées, suffisamment proche pour bénéficier des nutriments chimiques, mais pas assez proche pour être bouillies vivantes. Ces crevettes vivent en colonies parfois immenses, des populations comptées en milliers d'individus qui tapissent les parois de la cheminée comme un manteau vivant. Elles aussi hébergent des bactéries chimiosynthétiques, cette fois dans des chambres spéciales de leur appareil buccal. La symbiose est omniprésente dans cet écosystème, non pas parce que les organismes y sont particulièrement altruistes, mais parce que dans un monde sans lumière, partager l'énergie chimique est la stratégie qui fonctionne. Tout cela, les vers tubicoles sans digestif, les crabes qui élèvent des bactéries sur leur fourrure, les crevettes qui voient la chaleur, se passe dans les fosses et les dorsales à des profondeurs de 2 à 4 000 mètres. Dans la fosse des Mariannes proprement dite, plus profonde, les conditions diffèrent légèrement, et les organismes diffèrent en conséquence. Mais le principe de la chimiosynthèse, cette autonomie totale vis-à-vis du Soleil, structure la vie abyssale dans ses formes les plus profondes et les plus étranges. Et ce principe ne concerne pas seulement les grands animaux visibles, il structure aussi les fondations mêmes de la vie au fond de la fosse. Des fondations constituées d'organismes si petits que nous n'arrivons à peine à les concevoir, qui ont poussé l'adaptation à ses limites absolues. Imaginez un être vivant si parfaitement adapté à son environnement qu'il est incapable de survivre n'importe où ailleurs. Un organisme qui n'est pas seulement tolérant à des conditions extrêmes, il les exige. Des conditions qui seraient immédiatement mortelles pour la quasi-totalité des autres formes de vie sur Terre. Un être pour qui la pression abyssale n'est pas un obstacle à surmonter, mais une nécessité biologique aussi fondamentale que l'eau l'est pour nous. Ces organismes existent, on les appelle les piésophiles, littéralement ceux qui aiment la pression. Et parmi eux, la bactérie MT41 représente peut-être l'exemple le plus radical de ce que la vie peut faire quand elle est soumise pendant assez longtemps à des conditions que rien d'autre ne peut tolérer. MT41 a été découverte à plus de 10 700 mètres de fond dans la fosse des Mariannes, dans les sédiments du Challenger Deep. Sa pression de vie optimale est vertigineuse, une pression que des dizaines d'atmosphères superposées peindraient à atteindre. Et là où la biologie de cette bactérie devient vraiment révélatrice, MT41 ne se reproduit plus quand la pression descend en dessous d'un certain seuil. Elle n'est pas seulement tolérante à la pression, elle en a besoin pour fonctionner. Ramenée à la surface, placée dans un récipient à pression atmosphérique normale, elle meurt. Pas parce que quelque chose l'a tuée, mais parce que, sans la compression des abysses, ces mécanismes cellulaires cessent tout simplement de fonctionner correctement. Toute notre intuition sur la vie se renverse ici. Nous pensons naturellement que nos conditions de vie sont la norme, et que les environnements extrêmes sont des exceptions auxquelles certains organismes s'adaptent péniblement. MT41 nous dit le contraire. Pour elle, nos conditions sont l'extrême. La pression atmosphérique de surface est hostile, insupportable, létale. La fosse des Mariannes est son milieu naturel, sa zone de confort, le seul environnement où ses protéines fonctionnent, où ses membranes ont la fluidité correcte, où ses enzymes peuvent catalyser les réactions dont elle a besoin. La bactérie MT41 a modifié sa membrane cellulaire de façon profonde.
Là où les bactéries de surface utilisent des acides gras simples dont les chaînes se rigidifieraient sous haute pression, MT41 produit des acides gras polyinsaturés à très longue chaîne, des molécules dont la flexibilité moléculaire compense exactement la rigidification que la pression impose. Une réponse évolutive aussi fine et précise qu'un mécanisme d'horlogerie, façonné par des millions d'années de vie dans un milieu dont les paramètres ne varient pratiquement jamais. Ces bactéries piésophiles ne sont pas des curiosités marginales dans l'écosystème de la fosse. Elles en sont la base. Elles colonisent les sédiments en nombre qui dépassent tout ce qu'on pourrait imaginer. Des populations bactériennes dont la densité dans les zones les plus profondes dépasse parfois celle de zones intermédiaires moins profondes. Elles décomposent la matière organique, recyclent les nutriments, forment l'assise nutritive sur laquelle repose toute la chaîne alimentaire adopélagique. Sans ces bactéries invisibles, sans ces organismes qui meurent dès qu'on les sort de leur enfer de pression, il n'y aurait peut-être pas d'amphipodes géants, pas de concombres de mer, pas de poissons limaces au fond du Challenger Deep. Et c'est précisément là, dans ces fondations microbiennes de l'écosystème, dans ces organismes qui ont passé des millions d'années à s'adapter à une pression que rien d'autre ne peut tolérer, que se cache peut-être la réponse à une question que les astrobiologues posent depuis que les sondes spatiales ont cartographié les lunes glacées du système solaire. La vie a-t-elle besoin du Soleil ? Ou peut-elle se construire à partir des seuls matériaux que lui offre la chimie d'une planète ? MT41 dit non. La chimiosynthèse dit non. Les vers tubicoles sans digestif disent non. Et ce non, répété à 10 000 mètres de fond dans l'obscurité absolue d'une fosse tectologique, est peut-être l'information cosmologique la plus importante que nous ayons jamais récoltée sur notre propre planète. Mais dans cette histoire de vie extraordinaire, dans cette démonstration de la résilience du vivant sous des conditions que l'imagination humaine peine à saisir, il y a une ombre. Une ombre qui ne s'est pas formée progressivement au fil des millions d'années, mais en quelques décennies. Une ombre que l'humanité a elle-même projetée sur le seul endroit de la planète qu'elle n'avait jamais eu les moyens d'atteindre physiquement. Nous avons déjà évoqué le sac en plastique filmé par Victor Vescovo en 2019 au fond du Challenger Deep, un emballage de confiserie, visible, iconique et suffisamment symbolique pour que les images en aient fait le tour du monde. Mais ce n'est que la partie émergée d'un problème autrement plus insidieux et autrement plus difficile à résoudre. En 2019, une étude publiée dans la revue Royal Society Open Science a apporté des données qui ont stupéfait même les chercheurs qui les avaient collectées. L'équipe du biologiste marin Alan Jamieson, de l'université de Newcastle, avait passé 9 ans, de 2008 à 2017, à capturer des amphipodes au fond de 6 des fosses les plus profondes du Pacifique, à des profondeurs allant de 7 à 11 km. 90 spécimens, disséqués et analysés, un par un. Le résultat ? Plus de 72% des amphipodes analysés contenaient au moins une microparticule de plastique dans leur tube digestif. Nylon, polyéthylène, PVC, soie synthétique, des fibres de textile, des fragments d'emballage. Dans des organismes vivant à des profondeurs que les humains n'ont atteint qu'une poignée de fois, dans des endroits géographiquement éloignés de plusieurs milliers de kilomètres les uns des autres. Mais le résultat le plus frappant, celui qui a fait réagir même les chercheurs les plus habitués aux mauvaises nouvelles environnementales, concerne la fosse des Mariannes elle-même. Dans les spécimens capturés au fond du Challenger Deep, à près de 11 km de profondeur, 100% des individus analysés contenaient du plastique. 100%. L'endroit le plus profond, le plus inaccessible, le plus isolé de la planète. Et chaque amphipode qui y vit porte dans ses intestins les résidus de notre mode de production. Alan Jamieson lui-même a dit qu'une partie de lui s'attendait à trouver quelque chose, mais pas ça, pas à ce niveau, pas à cette profondeur, avec cette systématicité. Comment le plastique arrive-t-il là ? Les microplastiques, des fragments de moins de 5 mm, se forment par dégradation mécanique et chimique des plastiques plus grands flottant en surface. Exposés aux UV, aux vagues, aux variations thermiques, les sacs, les bouteilles, les filets de pêche se fragmentent progressivement. Ces fragments descendent dans la colonne d'eau, s'accumulent dans les sédiments. Mais la descente n'est pas uniforme dans toute la colonne d'eau. Les microplastiques plus denses que l'eau coulent directement. Ceux qui sont plus légers peuvent être entraînés vers le fond par divers mécanismes, colonisés par des biofilms bactériens qui en augmentent la densité effective, ou piégés dans des fécesses d'animaux marins qui accélèrent leur chute. Les courants océaniques agissent comme des entonnoirs qui concentrent ces particules dans les zones les plus profondes. Les fosses, par leur géométrie même, ces tranchées étroites et profondes qui captent ce qui descend de la colonne d'eau au-dessus d'elles, sont des pièges naturels à microplastiques. Les sédiments du fond du Challenger Deep
pourrait être parmi les zones de concentration de microplastiques les plus élevées au monde, pour la simple raison que la géographie favorise leur accumulation. Tout ce qui descend du Pacifique Nord-Ouest finit tôt ou tard par s'accumuler dans cette cicatrice de la croûte terrestre. Des estimations récentes suggèrent que des centaines de millions de tonnes de plastique pourraient déjà s'être accumulées dans les profondeurs océaniques mondiales depuis le début de la production industrielle massive dans les années 50. Ce n'est pas une exagération, une proportion vertigineuse de ce que nous avons produit et perdu dans l'environnement. Et contrairement aux espèces vivantes qui s'adaptent et évoluent, le plastique ne disparaît pas, il se fragmente, il se diffuse, il s'incorpore dans les sédiments, dans les organismes, dans les chaînes alimentaires. Les amphipodes ne cherchent pas à ingérer du plastique. Les particules ont simplement des dimensions similaires aux proies habituelles de ces crustacés, des bactéries, des fragments organiques de la neige marine. Ils ne font pas la distinction, ils avalent ce qui passe. Et une fois dans leur tube digestif, les fibres de plastique ne se dégradent pas, elles y restent. Le chercheur Jamieson a utilisé une image qui dit tout. C'est comme avaler une corde de polypropylène de 2 mètres et espérer que ça n'aura pas d'impact sur sa santé. Et ce qui rend le problème particulièrement difficile à circonscrire, c'est que les amphipodes sont à la base de la chaîne alimentaire abyssale. Ils décomposent la matière organique, ils nourrissent les poissons des profondeurs, les xénophyophores s'en nourrissent indirectement. Les microplastiques ingérés par les amphipodes entrent dans la chaîne alimentaire et se transfèrent vers leurs prédateurs. Les effets cumulatifs de cette contamination sur les systèmes reproducteurs, sur les processus enzymatiques, sur la signalisation chimique entre organismes, sont encore largement inconnus. Nous avons découvert la contamination. Nous ne savons pas encore exactement ce qu'elle fait. Ce que nous savons, c'est que la pollution plastique a atteint la fosse des Mariannes avant que nous ayons fini de la cartographier. Nous avons pollué un endroit que nous n'avions pas encore exploré. Les déchets de notre civilisation sont descendus plus vite que nos submersibles. Et pourtant, malgré tout ce que nous avons appris, la géologie, les expéditions, les conditions extrêmes, la bioluminescence, les prédateurs du noir, le gigantisme, les sources hydrothermales, les bactéries qui meurent à la surface, la pollution, malgré toutes ces décennies d'efforts et de curiosité, la fosse des Mariannes garde encore une liste de mystères que personne n'a résolus. Des questions fondamentales auxquelles nos instruments et notre imagination n'ont pas encore su répondre. Le premier mystère est celui de la distribution de la vie. Nous savons que des créatures habitent le fond de la fosse, mais nous ne savons pas dans quelle proportion, ni avec quelle densité, ni comment elles se répartissent sur les plus de 2500 km de longueur de la fosse. Les quelques plongées réalisées ont toutes été concentrées sur le Challenger Deep, la partie la plus profonde. Le reste de la fosse, des kilomètres et des kilomètres de tranchées, n'a presque jamais été observé de près. Ce que nous avons vu est peut-être non représentatif. Le reste, le territoire inexploré qui représente la grande majorité de la fosse, pourrait révéler une réalité entièrement différente. Le deuxième mystère touche aux espèces. Chaque expédition ramène des organismes inconnus. Pas de temps en temps, presque systématiquement. Les biologistes estiment que la grande majorité des espèces vivant dans les abysses, en dessous de 6000 mètres, n'ont encore jamais été décrites par la science. Des créatures que personne n'a nommées, dont personne ne connaît le cycle de vie, la reproduction, le comportement. La fosse des Mariannes recèle probablement des centaines, peut-être des milliers d'espèces inconnues. Des formes de vie qui existent depuis des millions d'années sans que l'humanité en ait jamais eu connaissance. Le troisième mystère est celui des connexions biologiques entre les fosses. Cette tranchée n'est pas isolée dans le Pacifique. D'autres fosses existent, la fosse des Tonga, la fosse des Kermadec, la fosse des Philippines. Certaines espèces se retrouvent dans plusieurs fosses, séparées par des milliers de kilomètres d'eau. Comment se sont-elles dispersées ? Les larves microscopiques ont-elles voyagé dans les courants abyssaux ? Existe-t-il des corridors biologiques entre les fosses, des connexions que nous n'avons pas encore détectées ? Ces questions ont des implications profondes sur l'évolution et la biogéographie des espèces adopélagiques. Le quatrième mystère, peut-être le plus troublant pour notre compréhension de la vie, concerne les limites absolues de la biosphère. Jusqu'où descend la vie ? Nous avons trouvé des bactéries à plus de 10 700 mètres, des amphipodes à presque 11 000 mètres, des xénophyophores à plus de 10 600 mètres. Le fond du Challenger Deep lui-même, à presque 11 000 mètres, semble abriter une communauté microbienne. Mais la roche sous ce fond, la croûte océanique elle-même, contient-elle de la vie ? Peut-il exister une biosphère profonde, au sens littéral, des organismes vivant dans les fissures de la roche, bien en dessous du plancher de la fosse, dans un monde encore plus inaccessible que celui que nous avons exploré ? Certains géomicrobiolistes le pensent. Certaines données indirectes le suggèrent.
mais nous n'avons pas encore la réponse. Le cinquième mystère est celui des sons. Ces profondeurs ne sont pas silencieuses. Des hydrophones installés dans ces profondeurs ont capté des sons que les scientifiques n'identifient pas entièrement. Des basses fréquences qui pourraient venir de tremblements de terre, de mouvements de plaques, de la géologie active de la zone de subduction. Mais aussi des sons biologiques, des cliquetis, des bourdonnements, des signaux qui semblent provenir d'organismes vivants communiquant dans le noir. La bioacoustique des abysses est un domaine encore presque vierge. Ce qui se dit dans le noir, à 10 000 mètres de fond, est encore largement hors de notre portée. Ces mystères ne sont pas des lacunes anecdotiques dans notre connaissance. Ils définissent les contours de notre ignorance. Et ils nous rappellent que la fosse des Mariannes, malgré plus de 150 ans d'exploration, reste fondamentalement inconnue. Nous avons vu quelques mètres carrés d'un territoire qui en compte des millions. Nous avons décrit quelques centaines d'espèces dans un écosystème qui en contient peut-être des milliers. Un sixième mystère commence à peine à émerger dans la littérature scientifique. Le rôle de la fosse dans les cycles géochimiques globaux. La subduction active qui crée la fosse entraîne de l'eau de mer en la croûte terrestre, de l'eau chargée de tous les éléments dissous qu'elle contient, y compris du carbone, de l'azote, du soufre. Cette eau est transformée, chauffée et partiellement recrachée par les sources hydrothermales. Mais une partie de ce que la subduction avale ne revient jamais. Elle descend dans le manteau. Et dans ce voyage vers les profondeurs de la Terre, qu'advient-il des éléments que la vie a mis des milliards d'années à concentrer dans les organismes et les sédiments des fonds marins? Quel est l'impact de cette subduction sur les grands cycles du carbone, sur la composition chimique à long terme des océans, sur le maintien des conditions qui rendent la vie possible en surface? Nous ne savons pas vraiment. La fosse n'est pas seulement le fond de l'océan, elle est aussi une bouche, une interface entre la biosphère et les profondeurs de la Terre. Et ce que cette bouche avale et transforme reste largement hors de notre compréhension. Un septième mystère touche à l'évolution elle-même. Les créatures adopélagiques, celles qui vivent exclusivement dans les zones au-delà de 6000 mètres, sont-elles des espèces évoluées à partir de populations de profondeur intermédiaire, ou certaines d'entre elles sont-elles des lignées anciennes, des branches de l'arbre du vivant, qui ont trouvé refuge dans les profondeurs alors que leurs cousins disparaissaient des zones moins profondes? Certains biologistes évolutifs pensent que les fosses pourraient être des refuges de biodiversité, des zones où des formes de vie très anciennes, perdues depuis longtemps dans les eaux moins profondes, survivent encore, préservées par l'isolation et la stabilité exceptionnelle de leur environnement. Des fossiles vivants dans le noir, qui continuent de vivre des formes de vie que le reste de la planète a abandonnées il y a des millions d'années. Cette hypothèse n'est pas prouvée, mais chaque nouvelle espèce décrite dans les fosses ajoute un peu plus de matière à la réflexion. Voilà précisément pourquoi la fosse des Mariannes fascine autant. Non pas parce qu'elle est exotique ou lointaine, elle est à notre porte. Son eau communique avec tous les autres océans. Son écosystème est connecté au nôtre par des courants et des chaînes alimentaires que nous commençons à peine à comprendre. Elle fascine parce qu'elle est là, enfouie sur notre propre planète, dans un endroit que nous n'avons toujours pas fini d'explorer, qui nous échappe encore et qui, malgré la pression, malgré le froid, malgré le noir absolu et malgré nos déchets, continue d'inventer des façons de vivre que nous n'avions pas encore imaginées. La fosse nous enseigne quelque chose d'essentiel, pas seulement sur la biologie des abysses, mais sur la nature même de la vie. La vie n'est pas fragile, elle n'est pas confinée aux conditions que nous considérons comme normales. Elle n'a pas besoin de soleil, pas besoin de chaleur, pas besoin d'oxygène respiré dans l'air. Elle n'a besoin que d'énergie, de chimie et de temps. Et quand elle dispose de ces trois éléments, même dans l'obscurité totale, même sous des pressions qui écrasent l'acier, même dans un silence que rien n'interrompt depuis des millions d'années, elle s'invente, se diversifie, se spécialise et prospère. Ce que la fosse des Mariannes nous dit en fin de compte, c'est que la vie cherche toujours un chemin, et qu'elle le trouve, invariablement, dans les endroits les moins attendus. Si cette plongée dans les profondeurs vous a passionné, appuyez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, nous descendons dans les territoires les plus étranges et les plus fascinants de notre univers, et nous ne faisons que commencer.